J'admets qu'en tant que fan de la saga Scream, je me suis pas fait autant enculer que les amateurs de Star Wars ou Harry Potter, mais quand même, c'est pas parce qu'on a mis du lube que j'ai rien ressenti. Afin de donner raison aux réalisateurs quant à ce qu'ils dénoncent dans leurs films, vous savez, le fait qu'il y ait sur internet des méchants fans qui fassent des vidéos pour chier sur le travail des intermittents de Hollywood, je fais donc cette vidéo pour démolir le travail de Matt Bettinelli-Holpin et Tyler Gillett sur le 5e opus de la saga Scream. Travail de merde, je tiens à le dire. Parce que c'est bien beau de critiquer les passionnés qui osent crier leur déception sur internet, mais si votre travail était irréprochable ou au moins correct, on n'en arriverait pas là. Je veux bien que pour certains films les critiques soient abusées, mais il faut se rendre à l'évidence qu'aucune chanson, ni aucun jeu vidéo, ni aucun film ne fera jamais l'unanimité. Donc il y aura toujours des gens pour se plaindre ou ne pas aimer. Et c'est leur droit. Cela dit, lorsque la quasi-totalité d'Internet se réunit pour cracher sur une œuvre ou un produit culturel pour dire que ce que vous avez fait est de la merde, faudrait peut-être à mon avis commencer à se poser des questions. Donc même si je sais que je parle dans le vide, je vais démonter votre film point par point. Mais histoire d'être le plus juste et surtout pour éviter que ceux qui ont aimé ce film ne s'en aillent déjà, je vais commencer par les quelques points positifs que je trouve à ce film. Oui, il y en a tout de même. Déjà, à l'image de la première scène du film, ce long métrage est bien fait, bien réalisé et notamment bien éclairé, ce qui est mentionné dans le film. C'est tellement années 90, on sent les gros projecteurs. Et même si, en ce qui me concerne, moi personnellement, à mon humble avis, selon moi, je ne ressens aucune émotion pour Tara lorsqu'elle se fait attaquer dans la première scène, ni d'ailleurs dans aucune autre scène, je peux comprendre que cette scène ait marché émotionnellement parlant pour vous ou d'autres. Mais pour moi, contrairement à la scène du personnage de Casey Baker joué par l'excellente Drew Barrymore dans le premier film, je ne ressens rien. Je pense que ce qui marche dans le premier, c'est que le réalisateur Wes Craven a été impitoyable avec son personnage en filmant ses derniers instants de la manière la plus brute et la plus froide possible. Donc ce n'est pas pour rien si tout est éclairé comme dans une morgue. Je ne sais pas si c'est la réalisation ou le jeu de l'actrice, mais je suis désolé pour ce qui lui arrive et sa mort a un impact sur moi. Alors que pourtant, elle n'est clairement là que pour mourir et que normalement, je ne suis pas censé en avoir quelque chose à foutre puisque je n'ai pas eu le temps de m'attacher à elle. Ou alors, peut-être que ça n'a rien à voir avec l'attachement qu'on a pour le personnage, mais tout à voir avec un travail bien fait. Et non, je vous vois venir, je ne dis pas tout cela pour insinuer que la toute première scène du 5e film est toute pourrie comparée à celle du premier. Mais en tout cas, c'est moins bien fait. Car encore une fois, je ne ressens rien. Et je ne dis évidemment pas ça non plus pour insinuer que le jeu de Jenna Ortega est mauvais. Non, la gamine semble très douée, en tout cas dans ces deux Scream, elle m'a totalement charmé, et je l'aime beaucoup. Et le premier qui viendra me parler de mercredi dans les commentaires, je maudirai sa famille sur 8 générations. Pour moi, mercredi, c'est elle et c'est tout. Merci de ne pas me saouler avec votre sous-gothique qui danse. Mon Dieu. Et si vous vous dites que je suis bien trop méchant pour quelqu'un qui était censé parler des points positifs, je suis simplement honnête et nuancé. Cette scène est bien faite, mais en ce qui me concerne, aucune émotion. Et pour continuer dans mes reproches, je suis désolé, mais là, au moins, j'ai l'impression de voir de vrais parents réagir au meurtre de leur enfant. Je sens que leur monde a basculé cette soirée-là, et que plus rien ne sera jamais comme avant. Contrairement au 5, où la mère de Tara ne semble pas prendre de nouvelles de sa fille agressée puis hospitalisée, pire, elle n'apparaît jamais, même pas au téléphone pour l'appeler. Pire, on ne sait même pas où elle se trouve alors qu'on nous parle d'elle dès la première scène. Je peux parler à Christina? Non, elle est pas dispo. Je peux prendre un message? Et dans le 6, c'est pareil d'ailleurs, elle n'existe tout simplement pas. Bref, pour en revenir à Scream 5, ce que je commençais par dire avec Jenna Ortega, c'est que j'aime beaucoup le jeu et donc le choix de ces deux actrices, mais aussi les personnages qu'elles interprètent. J'aime également leur relation un tantinet tumultueuse, l'origine de Sam et les nombreuses scènes où les demi-sœurs en parlent, que beaucoup ont trouvé longues et chiantes. Ghostface, va t'occuper d'eux s'il te plaît. Chad m'a l'air également sympathique, mais est un peu trop absent à mon goût, ce qui a été amélioré dans le 6. Tout comme Wes, que j'ai été un peu dégoûté de voir mourir, probablement surtout parce que c'est l'enfant d'un personnage gentil et agréable que j'aimais bien dans le 4, mais j'étais dégoûté quand même. Et enfin, j'ai aussi apprécié le personnage de Richie, ce qui fait que je trouve un peu triste le fait que ce soit un tueur du coup. J'aime aussi cette actrice, car je trouve sa beauté aussi folle que les personnages qu'elle interprète dans ses films, et j'ai bien sûr apprécié retrouver l'un de mes trios favoris, qui ne l'est d'ailleurs plus. Parlons de ça d'ailleurs, car bien que ce soit triste et que j'aurais préféré que ce trio existe au moins jusqu'au Scream 10, je trouve sa mort pas plus que ça nécessaire, mais positive car ça ajoute de la dramaturgie dans un film qui ne peut même pas compter sur ses nouveaux personnages pour nous en apporter. Et si des gens ont bêtement pensé que ce Ghostface était à ce point impitoyable et cruel avec Dewey pour faire du mal aux fans des films originaux, ben non, c'est juste pour qu'on croie à sa mort pour ne pas gâcher l'impact de la scène et qu'on ne se dise pas à tort qu'il reviendra à la fin sur une civière comme dans le 1 et dans le 2. Non, rassurez-vous, ce rôle sera désormais tenu par Chad. On y reviendra.
Ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est comment les réalisateurs nous préparent cette scène. Si vous avez vu beaucoup de films qui réutilisent le même procédé, je pense que dès que vous voyez une scène avec un personnage qui donne un objet auquel il est attaché à un autre personnage en disant un truc du style « Tu pourrais leur donner ça pour moi ?» vous pouvez être sûr que ce personnage va claquer. Pareil si un personnage embrasse l'élu de son cœur avant de partir à la guerre ou au combat. C'est que bien souvent c'est le dernier baiser, ils se reverront plus. Et ben là, ils nous ont fait la même chose, mais en mieux, avec ce plan où Dewey hésite à suivre Sam avant de changer d'avis après avoir regardé Gale une dernière fois, sentant très bien ce qui va lui arriver. Ce moment arrive d'ailleurs après 2 scènes que j'aime. Le dialogue très touchant entre Gale et Dewey, durant lequel les 2 acteurs ont la larme à l'œil, presque comme si ce n'étaient non pas les personnages qui étaient tristes, mais les acteurs eux-mêmes, conscients de jouer là à cet instant leur première scène du film ensemble, et surtout la dernière scène ensemble de la saga qui les a fait se rencontrer, tomber amoureux et se marier. Enfin, ce dialogue fait suite à une scène que j'adore, celle du meurtre du shérif Judy et de son fils. Oui, j'ai dit que je regrettais sa mort, mais quand même, leur dernière scène est cool. Scène parfaite d'ailleurs pour illustrer à quel point la violence de ce Ghostface n'a rien à voir avec ceux des volets précédents, même si ce n'est pas la seule. Rien à voir, mais petite attention que j'ai trouvée touchante, lors de la première scène de Dewey, on peut voir qu'il a en sa possession les cendres de Tatum. Ce que j'apprécie là-dedans, c'est que ça rappelle sans le dire que ce mec avait une sœur tout de même, car même en étant un grand fan des 4 premiers films, et bien que je les ai vus un nombre incalculable de fois depuis une petite quinzaine d'années maintenant, je dois bien avouer que s'il y a bien un défaut que je tiens à retenir de cette saga, c'est que la relation frère-sœur entre Dewey et Tatum n'a pas été assez développée selon moi. Alors, de leur vivant, pas de souci, ils se jettent des saloperies au visage comme tout frère et sœur qui se respectent, même si j'ai quand même l'impression qu'il n'y a jamais eu de l'amour entre eux deux. On voit qu'ils vivent ensemble et que Tatum est sous la responsabilité de Dewey, mais mon problème vient dès la mort de Tatum. Ou plutôt dès le 2e film. Car lorsque je vois le peu d'effet qu'a la mort de Tatum sur son grand frère, j'en oublie que c'est sa sœur. Et je demandais pas grand chose, une simple phrase de Dewey dans une des suites du genre « Je sais ce que ça fait de combattre un Ghostface, l'un d'eux a tué ma petite sœur ». Ou bien Sidney et Dewey parlant d'elle pour entretenir le souvenir. Vous savez, le genre de phrase cliché à la con qu'on entend dans toutes les fictions et parfois même dans la vie réelle. Tu te rappelles quand elle faisait ci ou quand elle disait ça? Bref, je demandais pas plus, juste un petit rappel. Et dans ces suites, il n'y a rien eu de tout ça. Et donc voir ses cendres dans un plan qui lui est consacré un petit instant avant de passer sur Dewey, ça m'a fait plaisir. Ça me montre que eux ne l'ont pas oublié. Ça, c'est un bon hommage par exemple. Petit brisage de 4e mur, je viens déjà de vous lire 2 pages d'OpenOffice entières, et c'est pas si mal tout ça. Mais ça ne suffit hélas pas à remplir 1h50 de film. Bon, déjà, ce qu'on ne peut me refuser, c'est que ce film est un quasi copier-coller du premier film auquel il prétend, ou plutôt ils prétendent, rendre hommage et être la meilleure suite. À tel point que même Star Wars 7 n'en revient pas d'avoir été détrôné. Vous ne me croyez pas? Eh bien allons-y. Le film Scream commence quand « Putain, la régie, c'est pas le bon film !» Bah ouais, mais ils ont le même titre aussi. Laisse tomber, on va foutre les deux en même temps, ce sera plus simple. Scream commence un soir, lorsqu'une jeune fille se retrouve seule chez elle et que son téléphone fixe retentit. Elle décroche et parle avec un inconnu qui semble aimable de prime abord. De toute évidence, vous vous êtes trompé. Vraiment? Oui, c'est pas grave, ça arrive. Allô? Bonsoir. Je peux parler à Christina? Non, elle est pas dispo. Je peux prendre un message? Puis devient assez vite inquiétant. J'ignore toujours votre nom. Ça vous avancerait à quoi de le connaître? J'aime bien savoir qui je regarde. Vous vous souvenez du début du film? Pas trop, non. Ça commençait par un meurtre. Ça commence toujours par une scène de meurtre. Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une fille qui est toute seule chez elle. Elle répond à quelqu'un qui s'est trompé de numéro et elle commence à discuter avec le tueur qui lui demande de jouer à un jeu. Ça te dirait de jouer à un jeu, Tara? Voire menaçant. Écoute-moi bien, petite salope. Si tu raccroches encore une fois, je te saigne comme une truie. Très vite, le personnage féminin doit répondre à des questions portant sur les films d'horreur. D'accord, mais quel genre de jeu exactement? Je te pose des questions. Si tu me donnes les bonnes réponses, Steve reste en vie. Des questions faciles sur le cinéma. La première ne compte pas, c'est juste pour te mettre dans le bain. Un quiz sur Stab en 3 manches. Première question. Attendez, non, j'ai une bonne réponse, ça devrait compter. N'importe qui pouvait répondre à cette question. Sinon, un proche, son petit ami dans le 1 et une amie dans le 5, mourra. Malheureusement, le personnage principal tombe dans le piège... d'une question piège. Quel est le nom du tueur dans Vendredi 13? Jason! Navré, la réponse est fausse. Non, c'est pas vrai, j'ai raison, il s'appelle Jason!
Erreur impardonnable. Le tueur s'appelle Jason dans le film. Je l'ai vu plus de 20 fois, je sais bien de quoi je parle. C'est la mère de Jason, Madame Voorhees, le premier assassin. Jason n'apparaît que dans le deuxième. Je suis désolé, il fallait réfléchir avant de Vous répondre. m'avez tendu un piège. Qui était le tueur dans le premier stab? Oh, je le sais, sa pauvre tarée. C'est Billy Loomis. C'est Billy Loomis, c'était le petit copain de Sidney. Il était joué par Luke Wilson et je t'ai eu, sale tordu. J'ai gagné. Ouais, j'ai assuré. Ah, désolé, Tara, mais ce n'est pas la bonne réponse. Quoi? Non, 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 c'est ça, j'ai raison. La bonne réponse est Billy Loomis et Stu Macker. Il y a 2 tueurs dans le premier stab. Et tout à coup, question bonus portant sur le tueur lui-même. Dernière question. À ton avis, je me trouve derrière quelle porte? Ta maison a 2 entrées, celle de devant et celle du patio. Devine à laquelle des 2 je t'attends et tu as la vie sauve. Question subsidiaire. Tara, Je vous en prie, arrêtez. crois-tu que j'ai pu entrer chez toi avant que tu aies réactivé le système de sécurité? Ensuite, agression qui se termine par un meurtre dans le 1 et une hospitalisation dans le 5. Donc là, vous vous dites, ah tu vois, il y a déjà une différence dès la première scène. Dans ce film, et pour la première fois de la saga, la première victime ne meurt pas. Ce à quoi je vous répondrai, oui, sauf que comme le même personnage critiquait en mal le fait que les slashers commencent toujours par un meurtre, Ça commençait par un meurtre, ça commence toujours par une scène de meurtre. je ne peux pas prendre cette intention autrement que par un nananer, t'as vu, moi je suis pas comme eux, je suis différent. Après l'écran titre, petite différence sincère et que donc j'accepte, dans le 5, ils ont mixé 2 scènes ensemble. Celle où l'on nous présente l'héroïne et celle où l'héroïne apprend pour l'attaque de la veille. Ensuite, le cercle d'amis qu'on va suivre dans ce film parle ensemble à leur lycée des événements de la veille. T'en as qui bouffent du raisin, putain ils vont jusque là quand même. Et durant cette scène, la nièce de Randy, qui remplace Randy désormais dans ses nouveaux films, est toute jouette en parlant de ça. Elle ne prend pas ça du tout au sérieux et ne réagit pas à tout ça avec gravité comme le font les autres. Ah, et d'ailleurs, après ça, t'as une scène dans laquelle Mindy, ou la nouvelle Randy, comme vous voulez, dit « T'inquiète, on est tous suspects. Tout le monde est suspect! D'ailleurs, tant qu'ils sont majoritairement tous là, parlons du cercle d'amis. Bon, Richie c'est Billy, j'ai pas vraiment besoin d'épiloguer là-dessus je pense, il est là pour être à la fois le petit ami de l'héroïne et l'un des 2 tueurs. Amber, comme je viens de le dire, est Stu. Tout simplement, le 2e tueur. Le personnage dérangé qui n'a pas besoin de sortir un mobile pour qu'on le croie capable de tuer. Wes et Mindy sont Randy, Wes par son physique et Mindy par sa passion pour les films d'épouvante. Chad remplace Dewey pour être celui qui est poignardé au point qu'on croit qu'il meurt, mais en fait non. D'ailleurs, comme le 6 s'inspire aussi sans vergogne d'un film précédent, mais du 2 cette fois-ci, ils le font une nouvelle fois, car dans le 2 aussi, on nous fait d'abord croire à la mort de Dewey avant de nous le ramener à la fin. Et enfin, Sid est remplacé par Tara et Sam. La seule vraie originalité, c'est que le personnage de Sidney Prescott a été ici scindé en 2. Tara est la partie qui a un malade dans son cercle d'amis et qui se fait pas mal attaquer tout au long du film, et Sam, l'autre partie qui sort avec l'un des tueurs. Mais au moins, grâce à ça, je peux être plus mesuré et reconnaître qu'évidemment, il y a des choses différentes. Déjà, ce personnage coupé en 2, mais aussi le fait qu'ils ont déplacé la scène de l'attaque de Sidney chez elle au début du film pour la mixer avec la première scène, ce qui implique donc la différence majeure qu'elle survive pour ensuite être à l'hôpital et ne plus servir à rien le temps que sa sœur fasse l'enquête. Donc oui, ok, il y a des trucs qui changent, évidemment, et encore heureux. Et c'est d'ailleurs grâce à cette intrigue de l'hôpital que le film est un minimum différent du premier. Mais on va voir qu'avec les meurtres, il y a toujours un peu du premier ici et là dans le 5e. Mais franchement, à part ça, les autres petits changements que je critique servent à quoi si ce n'est faire genre je fais mon différent. Et attention, ne vous méprenez pas, ne vous dites pas qu'au vu de ce que je dis, le film partait perdant, quoi qu'il fasse. Non, bien sûr qu'il ne devait pas calquer le premier film ni aucun autre, et proposer des éléments différents, mais de vrais éléments, et qui servent à quelque chose. Là, leur changement, c'est du niveau Disney pour faire croire qu'ils ont bossé. Vous savez ce que j'ai dénoncé dans ma vidéo sur la petite sirène? Par exemple, changer simplement l'ethnie et ou le sexe d'un personnage. Oh putain de merde! Ah, et j'oubliais car elle est tellement importante, dans les personnages, t'as Liv qui est là, pour être vite fait suspecte à la fin quand elle revient les mains pleines de sang, et est donc logiquement mais injustement accusée des meurtres comme Cotton dans le 2. Tes mains, c'est quoi tout ce sang? Quoi? J'ai trouvé John. J'ai trouvé John. Il est Jade. Tu te fous de notre gueule? Non. C'est toi le tueur? Non, c'est pas moi. Gail? Non. Non, ce n'est pas ce que tu crois. Je viens de trouver Dewey et j'ai voulu l'aider, mais... Non, ne t'en va pas. Attends, écoute-moi, Gail! L'assassin, c'est cet enfoiré de Cotton! Cotton Wary? Bah tiens, justement, bonne transition, parlons des victimes.
Car oui, même là je me suis rendu compte de faits amusants. Je pourrais comprendre qu'on me dise que je vais trop loin en citant certains éléments qui relient un personnage à un autre, mais je suis désolé, ça, plus ça, plus ça, plus ça, plus ça, etc. Au bout d'un moment, j'ai même plus envie de me dire que je vais trop loin ou que ce sont de simples coïncidences. Comparons l'ordre des meurtres dans les deux films. Stephen Orth, c'est Vince Schneider. Outre leur ethnie et leur sexe, ils sont aussi des petits copains ou ex-petits copains de Nana du groupe, mais ils ont aussi tous les deux un lien avec Stu. Steven est le mec pour qui Casey a quitté Stu. Dis donc Stuart, t'es pas sorti avec Casey à un moment? Si, le temps de lui rouler une paire. Avant qu'elle te jette pour Steve. Et ce Vince est le neveu de Stu. Sa mère, c'est Leslie Macker, la sœur de Stu Macker. Casey Baker est égale à Judy Hicks, de blonde, je sais, c'est léger, mais comme par hasard. Le principal imbri, c'est Wes. Et là, la ressemblance ne vient pas de leur physique, mais du déroulé de la scène. Avant sa mort, le principal ouvre plein de portes, on pense que le tueur sera derrière celle-ci, puis celle-ci, etc., etc. à chaque fois. Et Wes se balade aussi beaucoup chez lui, et notamment ouvre et ferme plein de portes, et passe dans plein de pièces différentes. Ensuite, quatrième victime dans le premier, Tatum Riley, la sœur de Dewey. Et dans ce cinquième film, la quatrième victime n'est autre que Dewey Riley. Encore une coïncidence, ça commence à faire beaucoup. Et enfin, les dernières ne sont autres que Kenny et Liv, deux personnages tertiaires. Enfin, ça change, là, je n'ai rien à dire. Bref, je continue ma comparaison du premier et du cinquième. Donc, même si au cœur du film, on a cette intrigue de l'hôpital qui vient chambouler un peu mon argumentaire avançant que le 5 est un copier-coller du 1, nous avons vu que les scènes de meurtre étaient là pour nous rappeler que le CTRL-C, CTRL-V avait été bien apprécié par nos réalisateurs. Pour le dernier acte, ces deux génies ont eu l'immense idée novatrice de nous proposer un troisième acte qui se passe dans une fête. Est-ce que ça ne vous rappellerait pas par hasard quelque chose? Alors que je tiens quand même à préciser que le 4 avant lui avait compris que la fête ne devait plus être qu'une fausse fin. Et vous savez quoi? Le pire, c'est qu'au moins, on ne peut pas retirer à ces deux enfoirés le fait qu'ils aillent jusqu'au bout de leurs idées. Peu importe qu'elles soient merdiques ou pas. Puisque cette fête se déroule dans la même putain de maison que le 1. La maison de Stu. Mais, je l'avoue, il y a une chose qui change, donc je l'ai reconnu tout de suite. Dans celui-ci, il n'y a pas deux gens qui baisent. Il y en a qui veulent, hein, mais ils ne font rien. Waouh, originalité. Mais vraiment, ils se sont amusés, hein, les salauds, parce que c'est exactement la même fête. Et quand c'est pas pareil, c'est de la chiasse. Hormis l'idée de géolocalisation, c'était cool. Trop court et un peu sous-exploité, mais cool quand même. Vous avez par exemple la scène qui se passe dans le sous-sol et qui est complètement conne. Car au moins, c'est vrai, ils ont fait leur différent. Certes, mais mal. Je m'explique. Dans le 1, Tatum meurt. Merci, au revoir, on n'en parle plus. Et ici, la tueuse descend prendre des bières, mais elle est rejointe par Randy, qui vient lui donner une bonne leçon en lui disant qu'elles ne doivent pas descendre seules, car si le tueur est là, elle meurt. C'était un test. Et tu t'es vautré. On descend pas toute seule quand il y a un tueur masqué dans les parages. Sauf que cette abrutie là qui suspecte tout le monde, elle ne s'est pas dit que peut-être le tueur pouvait être son ami? C'est toi qui as dit qu'on avait besoin de plus de bière. Ouais, et t'aurais dû me demander de descendre avec toi. Tu sais ce que tu devrais pas faire non plus quand il y a un tueur masqué dans les parages? Non, quoi? Suivre une de tes amies toute seule dans un coin sombre et flippant du sous-sol. C'est vrai. Comment tu sais que c'est pas moi le tueur? Bah ouais, bouffonne. Et là, je sais que tu ne le sais pas encore, mais ce qui est rigolo, c'est que c'est carrément l'un des deux tueurs qui te le dit. You are made of stupid. Et là, la scène change. Puisque Randy lui répond « Parce que c'est moi. » Et là, la réponse, le fait qu'elle se rapproche d'elle pour l'oppresser, la musique, les gros plans sur les visages, tout est bon, il y a de la tension. Donc tu te dis qu'elle va la buter, qu'on va déjà savoir qui c'est, mais que les réals vont en jouer. Non, ça reste de la merde, hein, puisqu'ils se sont dégonflés. Non, c'est pas vrai, t'inquiète. Mais ça te fait une bonne leçon. Ne fais confiance à personne. Alors pourquoi je dois te croire quand tu dis que t'es pas le tueur? T'as tout compris. Donc la merde continue, et elles remontent toutes les deux, et tout ça, pour ça, il ne s'est rien passé. Toi d'abord. Excellent. Mais putain, mais oui, mais bien sûr oui, excellent. Mais encore une fois, comment toi tu sais que ce n'est pas Amber le tueur? Comment peux-tu le savoir ou en être sûr alors que tu es le personnage qui dit « Ne fais confiance à personne ». Qu'est-ce que t'en sais si tu peux lui faire confiance? T'as écrit le scénario, connasse? Ensuite, quand elle n'est pas occupée à faire et dire de la merde dans le sous-sol, on a Mindy qui, avachie dans le canapé, regarde un film d'épouvante pendant que les autres font la fête. Mais, en plus, elle regarde Stab. Mais si, vous savez, les films Scream dans l'univers Scream. Bon, en gros, dans l'univers Scream, les producteurs hollywoodiens ont fait des films sur la vie de Sidney Prescott, et donc, dans les premiers films Stab, il y a ce qu'il se passe dans nos films Scream à nous. Et dans Scream premier du nom, on peut voir Randy faire ça.
Non, Jamie, Non, pas Jamie, par là. fais attention, quoi. Fais gaffe. Attention, Jamie. Fais gaffe, Jamie, rentre dans le coin. Tu sais que... Tu devrais Là, il est là. Ah bah tiens, ah bah le voilà, il est là. Qu'est-ce que je te disais? Il est dans le coin, il est toujours dans le coin. Jamie, non. Il est juste Oh, là. Jamie. Regarde derrière toi. Jamie, non, pas de ce côté-là. Il va se pointer derrière toi. Derrière toi, Jamie, derrière toi. Oh, mais non, quel con. Non, pas par là. Derrière toi. Derrière toi. Jamie, derrière toi. Ah, et soit dit en passant, la meuf, ça la détend C'est comme ça que je me détends, d'accord? de voir une reconstitution de son oncle qui manque de se faire trucider. Et en plus, pour pousser le vice jusqu'au bout, pour pouvoir refaire cette scène où Gale regarde ce même passage de Randy parlant des règles, eh ben ils le refont avec Mindy. Et règle numéro 3, ne jamais, quoi qu'il arrive, je reviens tout de suite, parce que vous ne reviendrez pas. Ensuite, on a une scène où le tueur va chercher des bières au sous-sol en disant « Je reviens tout de suite. Tu ne respectes pas les règles. Attends-toi à mourir. On te retrouvera avec un couteau dans le ventre. Je reviens tout de suite. D'accord. Ouais. Allez. Ouais. Ok, lui, il est mort. ». Puis, l'héroïne qui dit à une connaissance féminine qu'il faut y aller, Tatoum, je me tire. À la prochaine. Sarah, on s'en va. un proche de l'héroïne ligoté dans le placard, et pour terminer avec cette connasse qui me fera énormément plaisir le jour où elle aura décidé de bien vouloir crever, elle est blessée au même endroit que Randy à la fin du 1. Jusqu'aux blessures, cette meuf copie Randy. Alors petite question, hein, toute gentille, pourquoi n'a-t-elle pas copié Randy dans le fait qu'il crève dans la suite? En ce qui concerne le mobile des tueurs, que je ne vais pas évoquer tout de suite parce que... Voilà, bah la révélation se passe dans la cuisine. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Sam demande à Amber comment elle sait qu'elle est la fille de Billy, ce à quoi Amber répond que dans une petite ville, tout le monde parle et qu'en plus, la mère de Sam est alcoolique. Ok, pas de problème avec ça. Hormis le fait bien sûr que ça veut donc dire que l'héroïne est la première victime des rumeurs concernant la réputation de sa mère, comme Sydney dans le 1, et qu'encore une fois, comme dans le 1, le point de départ de toute cette situation est la vie adultérine de la mère de l'héroïne. Bon, encore une fois, ça c'est du repompage, mais pas grave, je commence à être habitué. Mais j'ai également un autre petit problème avec ça. Si tout le monde parle dans cette ville, comment Tara n'est-elle pas au courant? Je veux dire, si c'est une petite ville et que tout le monde parle, les rumeurs du 1 n'ont pas épargné Sydney après tout. Bref, légère incohérence que je veux bien oublier car j'ai aimé cette idée que Sam était la fille de Billy alors que d'ordinaire, je n'aime pas quand des scénaristes nous sortent de leur chapeau des liens familiaux entre les personnages originaux et les nouveaux acteurs. Mais si je trouve ça bien fait, bien obligé de l'admettre. Petite parenthèse, à ce moment-là, Richie dit ça. Mais il y a toujours de tueurs. Bah non. Et si vous me permettez un joker, non. Encore et toujours non. Concernant le moment où les tueurs révèlent être Ghostface, Richie révèle être Ghostface après avoir descendu l'escalier en étant blessé, comme Billy. À la fin, le dernier plan est exactement le même et la journaliste qui parle et qui n'est pas Gale est habillée comme Gale lors de sa première scène dans Scream 1. Et putain, même le générique de fin est le même. Même disposition des images des acteurs et des noms, même police d'écriture, à ce point-là, ça m'étonne qu'ils aient pas repris la même musique. Bref, c'était long, mais si vous avez trouvé ça long, devinez quoi? Ne me grondez pas, j'y suis pour rien. Et je vous vois venir. Oui, mais t'es con, car le principe du film, c'est justement ça, de faire un recall pour critiquer ça. C'est explicitement dit par Mindy. Certes, sauf que lorsque Wes Craven a parlé des remakes dans Scream 4, il ne nous a pas pondu le même putain de film. Et tout simplement, Candyman 2021, Halloween 2018, ce sont des requels et ils ne copient pas les premiers films auxquels ils rendent chacun hommage. Putain. Donc je rejette votre justification foireuse, car je déteste cette tendance à dire que, en fait, pour dénoncer, il faut faire la même chose. Si c'est pour dénoncer le fait que Hollywood ne te laisse pas le choix et que tu veux quand même t'excuser auprès des fans en leur faisant savoir, je veux bien, mais ça, merci, mais non merci. Ouais, et puis cette espèce d'aveu un peu fier de... on sait qu'on fait ça à un but commercial et que c'est très cynique, mais comment on le fait dire par des personnages et qui le mettent eux aussi en scène et qu'on parle du fait que c'est cynique et du coup, on est plus cynique, ça veut dire qu'on est bien et le film est bien? Bah non en fait. Oui. Ça veut dire que t'as conscience de faire de la merde en gros, mais c'est pas pour autant que c'est moins de la merde. Tout ce copiage que je vous ai cité ne passerait même pas l'excuse du « non mais c'est des clins d'œil en fait ». Parce que là putain, vu le nombre de clins d'œil qu'ils aillent vite consulter, à mon avis c'est un blépharospasme, faut agir vite. Non, un clin d'œil c'est par exemple le nom de famille de Sam, qui est le même que celui du papa de Halloween, John Carpenter. Le réalisateur? Mais tu mérites pas de faire des références pareilles, film de merde! Ou bien le personnage qui s'appelle Wes. Ou bien encore Sidney Prescott qui, dans la saga Stab, vit sur M Street.
C'est un clin d'œil avec la saga Les Griffes de la Nuit, également créée par Wes Craven, réalisateur des 4 premiers Scream. D'ailleurs, ces deux cons réalisateurs sont tellement vicieux que je suis sûr que ça, c'est un clin d'œil du clin d'œil, car Wes Craven, dans Scream 1, avait déjà fait 2 clins d'œil à son autre création. Espèce de petit con, je vous demande pardon. Non, c'est pas à vous que je parlais. Les Griffes de la Nuit? Avec le type qui a des lames de couteau à la place des doigts? Ouais, Freddy Krueger. Freddy, oui, c'est ça. J'ai bien aimé celui-là. Ça faisait vraiment peur. Le premier, oui. Les autres étaient craignos. Oui, c'est vrai. Bon, il est maintenant enfin l'heure de débuter la dernière partie, car si vous pensiez que le seul problème de ce film était le copiage-collage, eh bien vous aviez tort. Donc, le mobile de nos tueurs, c'est littéralement les films de ma saga préférée et c'est devenu de plus en plus pourri, donc je vais incarner un Ghostface pour qu'il s'inspire de mon travail et qu'il refasse de meilleurs films. MDR, non. Et, depuis que je vis dans la maison d'un tueur, je suis passionné par le meurtre et donc pourquoi pas m'y mettre à mon tour? Alors pour Amber, je veux bien rien dire. Oui, c'est pourri, mais dans la saga, il y a toujours eu LE tueur avec un vrai mobile et l'autre. Même si je tiens quand même à dire que pour Mickey, Charlie et surtout Stu, c'était pas aussi pourri. Mais alors l'autre, clairement, les réalisateurs et scénaristes sont en train de nous dire que les fans peuvent devenir starbés et se mettre à tuer s'ils sont déçus des films. Alors dans certains cas, quand le personnage et l'histoire sont bien développés, je veux bien. Mais là... On va pas se le cacher, c'est de la merde. Hein. Ce n'est pas possible. Car là, t'as vraiment le sentiment que les scénaristes ont fait ce film pour parler de leurs petits problèmes de riches. Oh là là, le méchant public qui fait des vidéos pour dire que nos films sont de la merde. Petite question, car c'est quand même foutrement gonflé de nous refiler le mauvais rôle. On a des histoires comme ça de fans prenant les armes à cause de films nuls. Mais on les prend même pas quand la démocratie s'effondre. Pourquoi les prendrait-on pour des films? En clair, ce film se voulait irrévérencieux et plus malin que les autres. À croire que ce Scream a vraiment été réalisé par Rian Johnson. Et pourtant, il ne fait que reproduire dans une connerie déconcertante ce qu'il dénonce, et ce, soit en se foutant vraiment de notre gueule, soit en espérant sincèrement nous faire croire le contraire. Où tu te caches, Amber? Oh, c'est pas Amber, c'est l'autre. Oh, alors vous êtes deux. Encore. J'ai déjà vu ce film, tu sais. Non, pas celui-là, Sydney. Ah si, je t'assure, on l'avait déjà vu ton film. Je vois ce qu'il veut dire, il dit ça car le film qu'il est en train de faire, lui, le personnage, n'est pas encore fini. Mais mec, tu refais la même chose, donc pardonne-la de dire que si, elle l'a déjà vu. Et puis, que ce soit celui-ci ou le 6, on nous les vend comme différents depuis les bandes annonces. J'ai l'impression que cette fois, c'est différent. Il est différent des autres Ghostface. Mais il n'y en a jamais eu un comme moi, Gay. Moi, je suis... différent. Mais franchement, ils ont quoi de différent? C'est comme si les réalisateurs avaient été conscients de faire de la merde et que se sachant incapables de véritablement nous proposer des films ou des tueurs différents, ils le faisaient dire aux personnages pour tenter de nous convaincre. Sauf que ça ne marche pas. Je sais bien que c'est une critique du 5 et non du 6, mais New York mis à part, et franchement vu comment New York est exploité, que cela se passe à New York ou à New York, on n'aurait pas vu la différence. Mais New York mis à part, c'est quoi la différence dans le 6? Ils sont 3? Oh waouh, trop cool. Du coup j'ai pas du tout l'impression de voir un Scream 2 bis, bien joué. D'ailleurs, tant qu'on parle du 6, j'avoue, je pensais que Gale allait mourir dans le 6, pensant que ça allait faire comme pour les nouveaux Star Wars, mais non. Mais histoire d'essayer jusqu'au bout d'avoir un peu raison, sachez que je me suis aperçu d'un truc qui faisait déjà mal lorsqu'on s'en rendait compte avec Star Wars, mais encore plus maintenant avec Scream. Dans Star Wars et Scream, il y a un trio, Luke, Han et Leia pour Star Wars, et Sid, Dewey et Gale pour Scream. Dans ces deux trios, il y a le héros et deux autres personnages qui finiront par former un couple, avant de finir séparés. Même si bon, pour ça je pense que Scream 5 s'est basé sur le vrai couple de Courtney Cox et David Arquette. Mais bref, j'ai remarqué qu'avec ces nouveaux films, le trio n'aura pas eu le droit d'être à nouveau ensemble pour une dernière fois. Dewey et Gale partagent une petite scène touchante comme Han et Leia, et ensuite le mec du couple meurt, et ensuite arrive le héros de la saga principale. Même si je l'admets volontiers, les fans de Sydney ont été plus et mieux servis que les fans de Luke. Mais le pire dans tout ça, avec ses 5e et 6e films Scream, c'est que ça se regarde en plus. Le visionnage n'est pas si désagréable que ça, donc je comprends un peu le succès, et me concernant, s'ils n'avaient pas mis ce discours honteux sur les fans en mobile pour leur tueur, et qu'ils n'avaient pas allègrement pompé le premier film pour nous ressortir le même film et avoir en plus le culot de me faire payer 10 balles pour le voir, alors que je l'ai en Blu-ray, j'aurais été plutôt content de ma séance et du film. Seulement voilà, ils avaient des choses à dire sur ces méchants fans qui osent ouvrir leur gueule sur les réseaux, et sur ces artistes qui manquent de créativité en refaisant 10 fois le même film, alors qu'ils ne sont absolument pas légitimes pour dire ça puisqu'ils ont fait exactement la même chose, donc voilà à quoi on a eu le droit. En clair, entre leur premier Scream et le dernier en date, je vois qu'ils se sont fait un bon nombre de fois la saga, je vois qu'ils l'ont aimé, ça c'est sûr, mais je vois également qu'ils ont omis la plus importante des règles. On déconne pas avec l'original. Something's right or something